Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Madame le professeur Najia Hajjaj Hassouni, une grande dame de la recherche biomédicale au Maroc, professeure de rhumatologie, ancienne doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, membre de l'Académie nationale française de médecine, qui va nous parler de la recherche biomédicale, ses prérequis, ses freins et ses leviers. Madame le professeur Najia Hajjaj Hassouni est une personne qui a impacté mon parcours professionnel. C'est l'une des personnes qui a su très tôt m'insuffler cet amour de la recherche en alliant la passion à l'humilité avec toujours comme but ultime d'être utile et de donner du sens à cette recherche pour l'intérêt de nos patients. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que je l'ai eu. Et je reste bien entendu ouverte à toutes vos questions et à vos commentaires pour enrichir le débat. Professeur Hajjaj Hassouni, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Dr Mamouchi, de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Merci encore. Et donc, la première question, même si la question peut paraître surprenante, que faut-il entendre par la recherche biomédicale ? Bien, je vous remercie vraiment de me poser cette question parce qu'elle me paraît fondamentale en effet, car ces dernières années, lorsque l'on entend parler de recherche clinique, on entend essentiellement parler d'essais cliniques. Or, la recherche clinique ne se limite pas aux essais cliniques, même si effectivement, ils occupent une part très importante dans la recherche clinique. Mais il ne faut pas oublier que pour nos autres cliniciens, et pas uniquement pour nous, mais dans l'intérêt des patients et dans l'intérêt de l'amélioration de la qualité des soins, la recherche clinique est évidemment fondamentale. Alors, on entend par recherche biomédicale, et vous le savez très bien, la recherche fondamentale, évidemment, qui s'intéresse aux fonctions biologiques, mais également la recherche clinique dans toutes ses composantes. Et comme nous venons de le dire, elles sont multiples. Et c'est l'application de ces deux champs qui permet les avancées biotechnologiques qui, elles, vont permettre des améliorations aussi bien en ce qui concerne les moyens de diagnostic, et nous le savons très bien quand on voit l'évolution de l'imagerie, que l'on voit toutes les avancées biotechnologiques considérables de ces dernières années, et puis aussi des avancées en termes de prise en charge des traitements, que l'on aille d'ailleurs des traitements au niveau de la prévention, et c'est l'importance des vaccinations, et on sait aujourd'hui l'importance des vaccinations dans cette période où la Covid fait parler d'elle de façon évidemment extrêmement importante. Et puis, bien sûr, également, les avancées thérapeutiques, ils ajoutent des médicaments ou des autres procédés de traitement. L'objectif final, c'est finalement de pouvoir offrir des soins de qualité aux citoyens. Et lorsque l'on parle d'efficacité, c'est évidemment ce dont les citoyens vont profiter. Et en termes de soins, c'est évidemment important. En termes de qualité, bien sûr, et puis en termes aussi de coût, ce qui malheureusement n'est pas toujours atteint, mais en tout cas, c'est l'objectif à atteindre. Et pour revenir peut-être à la recherche clinique, ce qui me paraît extrêmement important, ce sont les thématiques qui sont développées aujourd'hui, qui vont donc de la prévention, des vaccinations, jusqu'à des thématiques cruciales comme par exemple la prise en charge du cancer. Or, nos collègues oncologues se sont occupés pendant très très longtemps, bien sûr, de trouver des moyens de guérir les cancers, ce qui est évidemment fondamental. Mais aujourd'hui, ils se préoccupent encore, ils vont encore plus loin en termes de recherche, puisque fort heureusement, il y a des cancers qui guérissent, ou en tout cas qui sont en rémission de très longue durée, voire qui guérissent, et c'est tout à fait évidemment important. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ce que deviennent les patients guéris de leur cancer, mais qui ont pu développer des pathologies secondaires à l'administration des thérapeutiques. Et je donnerai comme exemple les maladies cardiaques qui ont pu se développer après certaines chimiothérapies, ou encore ce que nous connaissons bien en rhumatologie, les fibroses post-radiques qui peuvent quelquefois être extrêmement difficiles à prendre en charge. Et donc, c'est aujourd'hui un champ d'investigation qui est tout à fait important. Dernier exemple, peut-être qui me paraît aussi très important en termes d'efficacité et de coût sur ce que peut signifier la prise en charge et la recherche en recherche clinique, c'est la recherche qui est très importante aujourd'hui concernant l'apnée obstructive du sommeil, où on sait que la sédentarité joue un rôle fondamental. Et la sédentarité, ça interroge toutes les spécialités, la nôtre également, puisque pour nous, l'arthrose, et particulièrement la gonarthrose, est aussi appelée the sitting disease, la maladie des gens qui restent assis, et mettre en évidence
l'importance de prendre en charge et de lutter contre la sédentarité est certainement plus efficace dans l'apnée obstructive du sommeil et moins coûteuse en termes d'investissement économique que développer de nouvelles molécules, par exemple. Et là, ce sont des exemples qui me semblent importants, mais qui en tout cas montrent l'importance de développement considérable des avancées liées à la recherche clinique et la place de la recherche clinique au sein de la recherche biomédicale. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et d'avoir effectivement souligné le fait que la recherche biomédicale n'est pas exclusivement un domaine d'essai clinique, mais un domaine beaucoup plus large. Et, quels seraient les prérequis à cette recherche biomédicale, selon vous? Oui, merci beaucoup. Je crois que vraiment les prérequis, c'est absolument fondamental. Et il me semble que les prérequis, il faut les développer extrêmement précocement. Et je dirais même dès l'école primaire, dès l'éducation des enfants, puis ensuite évidemment à développer au secondaire. Et il me semble que les prérequis pourraient être d'abord apprendre à questionner, donc à s'interroger. Ça me paraît tout à fait fondamental et c'est évidemment quelque chose qui s'oppose absolument à un enseignement dogmatique où il y a une vérité grand V et où finalement on ne prend pas le temps de s'interroger. Et ça me semble évidemment tout à fait important. Le deuxième point aussi qui me paraît fondamental, c'est être en capacité de raisonner. Et raisonner, finalement, c'est donner du sens. Quand on ne donne pas de sens à quelque chose, évidemment, ça ne peut pas développer les capacités qui sont indispensables à un chercheur plus tard, mais qui se développent très précocement. Et il me semble que la troisième capacité, qui me paraît aussi importante, je crois que je peux la résumer en un verbe que j'aime beaucoup, qui est le verbe comprendre. Et le verbe comprendre est constitué d'un radical, qui est le verbe prendre, et d'un préfixe comme. Et ce préfixe comme vient du latin cum, qui veut dire avec. Et comprendre, c'est prendre avec soi. C'est donc assimiler, prendre avec soi quelque chose sur lequel on s'est questionné et sur lequel on s'est interrogé et qu'on a assimilé. Et il me semble que ce mot comprendre va très bien avec les deux capacités que nous avons développées antérieurement, qui sont le questionnement, le raisonnement et la compréhension. Et il me semble aussi que donner du sens et créer du lien, c'est coupler les sciences dites dures, les mathématiques par exemple, où c'est vrai ou faux, mais nous ne sommes pas les mathématiques, nous sommes scientifiques, il y a une part d'humanité qui est aussi fondamentale. Et s'interroger sur cette partie-là me paraît essentiel. Et pour cela, je crois qu'il faut absolument qu'il y ait un lien et une ouverture qui se fasse de plus en plus vers les sciences sociales dans les sciences médicales, en tout cas les sciences de la santé. Comprendre l'importance de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie, qui permettent de comprendre qu'un individu vit au sein d'une société avec un raisonnement. Il me semble que développer ces capacités, c'est tout à fait important. D'ailleurs, quand on regarde ce que proposent les formations à la méthodologie de recherche clinique ou biostatistique, quand vous regardez les objectifs, c'est tout à fait important et ça va tout à fait dans ce sens-là parce que nous disent ces objectifs? Il faut apprendre à comprendre le raisonnement en recherche clinique. Donc, comprendre et raisonner. Voilà, ces deux verbes-là, nous les avons déjà. Formuler une question pertinente. C'est donc aussi pouvoir s'interroger et questionner, mais évidemment de manière pertinente. Et puis aussi, on nous dit respecter les principes éthiques. Or, l'éthique, sans la dimension sociologique, historique, philosophique, il n'y a pas d'éthique sans ces dimensions. Et c'est évidemment tout à fait important. Et puis, bien sûr, on nous demande aussi de faire une lecture critique. Donc, si un professionnel de santé n'est pas en mesure de faire une analyse critique d'une information médicale, quelle qu'elle soit, évidemment, c'est tout à fait important. Donc, il me semble que ces éléments-là sont des prérequis absolument indispensables à une formation à la recherche, mais que ça se développe non pas au dernier moment, mais ça se développe tout au cours d'une vie et le plus précocement possible. Et finalement, si pour résumer, on se disait que ces paramètres-là font partie de la vraie vie, et la vraie vie, finalement, qu'est-ce qui est important dans ces termes-là? C'est simplement ce qu'on peut peut-être appeler de façon très large le bon sens. Et il me semble que développer le bon sens très, très tôt, ce sont des prérequis absolument indispensables à une formation ultérieure à la recherche. Merci pour vos réponses. Quand on vous entend parler des prérequis de cette recherche,
il semble être très logique, ça tombe sous le sens, c'est quelque chose limite d'instinctif et d'intuitif. Alors, qu'est-ce qui freinerait le développement de cette recherche, notamment dans notre pays, sachant que le processus, comme vous venez de le préciser et de le souligner, passerait par un questionnement, un raisonnement, une compréhension, donc des processus qui sembleraient être assez simples dans leur fondement, mais en pratique, qu'est-ce qui la freine? Alors, je crois que les freins, si on réfléchit bien, les freins à la recherche sont multiples. Il y en a de très nombreux. Et la recherche dans notre pays mériterait qu'on s'y intéresse vraiment, qu'on regarde vraiment qu'est-ce qui freine le développement de la recherche. Et puis surtout qu'on ne se contente pas de faire les listings, parce que les listings, on les a fait depuis, Ouais. depuis des années. Mais que surtout, à côté des vrais freins, on propose des solutions. Et si je devais résumer, ce serait évidemment extrêmement long, mais je vais peut-être me limiter aux freins qui me paraissent essentiels. Le premier de ces freins, à mon avis, c'est ce que nous venons de dire, c'est-à-dire l'insuffisance de développement de ces prérequis, de ces capacités à questionner, à raisonner, à comprendre. Et ça, c'est toute une éducation. Et il me semble effectivement que notre enseignement nous apprend très souvent à apprendre par cœur, à restituer des choses qu'on a prises par cœur, c'est-à-dire finalement un enseignement dogmatique qui fait qu'on n'accepte pas vraiment le questionnement et l'analyse. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder nos comportements. Très souvent, nous autres scientifiques, médecins, lorsque nous faisons quelque chose, nous estimons que ce que nous avons fait est très bien fait et qu'il n'y a pas lieu de se questionner dessus ni de revenir dessus. Or, si on n'accepte pas le dialogue, la remise en question, le vrai débat, c'est impossible de faire la recherche. Donc, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes encore très sclérosés dans nos têtes. Et évidemment, si on n'a pas ces capacités de nous remettre en question, c'est évidemment, ça me paraît un frein très important. L'enseignement des sciences de la santé, ce ne sont pas les mathématiques. Les mathématiques, c'est vrai ou faux. On est bien d'accord, il n'y a pas de souci. Mais les sciences de la santé, c'est autre chose. Il y a un côté scientifique, on le disait tout à l'heure, mais aussi il y a un côté humain où le questionnement, la remise en question, et même en mathématiques, Einstein se remettait en question, donc c'est aussi important d'être en mesure de faire cela. Le deuxième frein qui me paraît important, c'est une formation beaucoup trop tardive à la recherche. Si on regarde notre cursus de formation en médecine, bien, on s'aperçoit que le premier vrai travail de recherche qu'on nous propose et que l'on essaie de faire, c'est la thèse. Avant la thèse, il n'y a pas de travail de recherche. On nous demande d'apprendre et puis finalement, c'est tout. J'exagère un peu en disant ça, mais je ne suis pas très loin de la vérité. Et je crois que même quand on regarde la thèse, finalement, que devient la thèse aujourd'hui? La thèse, on nous la propose beaucoup trop tard. Le sujet de thèse est pris beaucoup trop tard. Et quand on prend le sujet de thèse, si on regarde aujourd'hui les sujets de thèse, ce sont souvent des revues bibliographiques. Ça n'a aucun sens parce que les revues bibliographiques, finalement, on peut aller sur Internet aujourd'hui, il y a toute une série de documents. Les revues bibliographiques, elles sont disponibles partout, on n'a pas besoin de revues bibliographiques. Donc là aussi, si on s'interroge sur donner du sens, la thèse aujourd'hui n'a pas de sens. Alors je crois qu'il est très important de réfléchir à redonner du sens à la thèse, non pas la supprimer, absolument pas, parce que la thèse en médecine a aussi une valeur symbolique qui sociologiquement est très importante, donc il n'est pas question de la supprimer. Mais lui redonner du sens, c'est important. Si on regarde par exemple, même dans les pays développés, si on regarde combien de thèses conduisent à une publication, eh bien dans les meilleurs des cas, il y a moins de 7% des thèses qui sont publiées. Et je suis sûre que si on faisait une analyse dans notre pays, ce serait encore moins important que ça. Et donc, je crois que c'est tout à fait important de s'interroger sur la signification et le sens de la thèse. Et puis, si on regarde après, quand on commence les diplômes universitaires de méthodologie à la recherche clinique ou les biostatistiques, eh bien, on les propose à des personnes qui sont déjà en carrière universitaire, en tout cas qui sont très avancées dans leur formation professionnelle. Et pourquoi est-ce qu'on exclurait tous les autres? Et tous les autres sont exclus simplement parce qu'il n'y a pas eu cette formation au prérequis qui fait que les gens, tout le monde pourrait s'intéresser à la recherche pour peu qu'on leur donne les clés et les possibilités de raisonner sur l'importance de la recherche. Le troisième frein qui me paraît aussi important, c'est le temps consacré à la recherche. Quand on regarde, même quand on arrive
aux formations universitaires, eh bien, on s'aperçoit qu'on nous demande d'être performants en soins, d'être de très bons cliniciens, qu'on nous demande d'être de très bons pédagogues, qu'on nous demande d'être de très bons chercheurs. Alors, finalement, est-ce que c'est possible d'être performant dans tous ces domaines? Moi, très clairement, ma réponse est non. Et si l'on demande, si on occupe les gens à donner des soins, à donner des cours et qu'on ne leur donne pas suffisamment de temps pour s'intéresser à la recherche, ça me paraît un frein important et ça paraît peut-être anodin en parlant comme ça, mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. S'il n'y a pas de temps consacré à la recherche, évidemment, on ne peut pas développer la recherche. Et je terminerai peut-être par un quatrième, parce qu'on aurait vraiment un listing très très long des freins qui limitent aujourd'hui le développement à la recherche, en tout cas dans notre pays. Il me semble que le quatrième point qui me paraît fondamental, c'est donner du sens à notre recherche. Si on s'interroge sur le sens, quel est le lien finalement entre notre recherche et les avancées en santé ou les politiques en santé? Il n'y en a pas. Quand on regarde nos publications, bien, on a tout un listing, bon, tant mieux. Bon, tout un listing, tant mieux. Si on a beaucoup publié, tant mieux. Mais à quoi ça sert? Quelle est la finalité? Si c'est simplement nous dire j'ai publié tant de publications, et alors? Pour une publication, pour qu'elle soit vraiment utile à la société, parce qu'il faut toujours s'interroger, la recherche n'a de sens que si elle est utile à la société. Si une publication n'a pas de lien avec l'utilité pour la société, elle n'a évidemment aucun sens. Vous voyez qu'on revient toujours à donner du sens. La recherche, c'est donner du sens. S'il n'y a pas de sens donné à la recherche, évidemment, elle n'a aucune utilité. Or, quand on regarde nos